Tenez-vous droit et ne tombez pas n'est pas seulement une histoire, c'est un accident de voiture au ralenti mêlant amour, mensonge et trahison. Ce qui avait commencé comme un conte de fées entre deux amoureux du lycée s'est transformé en un réseau de tromperies que je n'avais aucun moyen de prévoir. Je la croyais. Je l'aimais, mais un mensonge m'avait échappé. Une coïncidence a mis le feu aux poudres. Et j'ai commencé à me comporter comme un fichu détective. Voici l'histoire de comment tout s'est effondré et comment je me suis relevé de mes cendres. Une histoire d'amour et comment tout a commencé. Je m'appelle Michel. J'avais 25 ans quand tout cela s'est produit. Mon ex-femme, Claire, avait le même âge, la même année de naissance, la même classe. Nous avons grandi dans un petit village de Provence, où tout le monde connaissait votre nom, celui de vos parents, et même l'endroit préféré de votre chien pour dormir. Claire et moi nous sommes rencontrés à 6 ans. Nous allions à l'école communale ensemble. Elle avait des taches de rousseur, des couettes, et un plumier décoré de paillettes qu'elle échangeait contre mes gommes. Je me souviens du moment précis où elle m'a fait rire en classe, nous mettant tous les deux dans le pétrin. C'est ainsi que tout a commencé. Nous n'étions pas encore des amoureux d'enfance. D'abord, nous étions meilleurs amis. Ce lien profond qui s'enracine avant même qu'on s'en rende compte. De la 5e à la 3e, nous partagions le même bureau. Quelle chance! On s'écrivait des blagues idiotes dans nos cahiers, échangeant des mots pliés comme des secrets. Vers la seconde, je l'ai invitée à sortir pour de vrai. On a marché jusqu'à la boulangerie du coin, acheté 2 granités, et on s'est tenu la main tout le long du retour. C'était notre premier rendez-vous. Pas de rose, pas de cinéma. Juste un granité à la framboise bleue et sa main chaude dans la mienne. À partir de ce jour, nous étions simplement nous. À travers le bal de fin d'année, les lettres d'admission à l'université, toutes les maladresses de l'adolescence vers l'âge adulte. Nous avons choisi des facs locales pour rester proches, et même débordés par les devoirs ou les jobs de nuit, nous trouvions toujours du temps pour être ensemble. Nous grandissions côte à côte, comme des vignes s'entrelacent, jusqu'à ce qu'il soit difficile de distinguer où l'un commence et l'autre finit. À 24 ans, nous nous sommes mariés. Ça nous a pris du temps, non? On sortait ensemble depuis longtemps, mais je me souviens de ses larmes quand elle m'a vu l'attendre devant l'hôtel, comme si elle me voyait pour la première fois. Notre mariage n'était pas grandiose. Une salle louée derrière l'église, des chaises pliantes, le gâteau au citron de sa mère, et beaucoup trop de salade de pommes de terre. On ne voulait pas de chichi. On voulait simple. Nous étions simples. Et heureux. Après le mariage, nous avons emménagé dans un petit 2 pièces en centre-ville d'Aix-en-Provence. Ce n'était pas grand, mais c'était chez nous. L'eau mettait 1 minute à chauffer, le parquet grinçait bizarrement, et le chien du voisin aboyait tous les soirs à 9 h. Mais ça nous était égal. On avait des meubles d'occasion, des casseroles récupérées, et un matelas posé à même le sol les 2 premiers mois. Peu importe. On construisait quelque chose ensemble. Claire travaillait dans une boutique de vêtements féminins comme merchandisée, pliant, organisant, habillant les mannequins, et aidant les clients à choisir des tenues pour un premier rendez-vous ou un entretien. Elle avait un don pour les couleurs. Elle disait que les tissus et la mode la faisaient se sentir vivante, même si les horaires étaient longs et les clients parfois impolis. Je travaillais dans un cabinet de taille moyenne, rédigeant des documents pour les clients. Pas glamour, mais stable. Des rapports, des formulaires, beaucoup de formulaires. Je tapais ce que les autres ne voulaient pas taper. Je n'aimais pas ça, mais la routine m'apaisait. On n'était pas riches, mais on s'en sortait. Le loyer était payé à temps. Les courses étaient faites. On avait une vieille Renault Clio qui grognait dans les côtes mais nous emmenait où il fallait. Elle me volait les couvertures chaque nuit. Elle ne l'admettait jamais. Je me réveillais gelé, elle enroulait comme un burrito, endormie. Je ne me plaignais pas. Je me rapprochais et reprenais un coin. Je me souviens d'un dimanche après-midi, 3 mois après le mariage. Elle faisait des crêpes en peignoir, cheveux en chignon désordonnés, musique trop forte sur l'enceinte. Elle dansait avec la spatule comme sur scène, chantant du Édith Piaf. Je me tenais dans l'embrasure, pensant, c'est ça. Le bonheur. Pas d'artifice. Juste des crêpes et une voix fausse. On dit que l'amour est quelque chose de dramatique, envahissant. Parfois, oui. Mais avec Claire, c'était surtout calme, doux. Comme retrouver son pull préféré et se rendre compte qu'il va toujours après tant d'années.
À l'époque, je pensais tout avoir. Ma meilleure amie, ma femme, l'avenir devant moi. Nous avions une histoire, de la confiance, et plus de blagues complices que je ne pouvais en compter. Ce que je ne savais pas, ce que je ne voyais pas encore, c'est que des fissures se formaient déjà sous la surface. Et tôt ou tard, tout ce qu'on avait construit allait s'effondrer. Mais à ce moment-là, mon Dieu, je pensais qu'on était indestructible. Ça n'est pas arrivé d'un coup. C'est ce qui me frappe toujours en y repensant. Pas d'éclat de tonnerre, pas de dispute hurlante, pas de drapeau rouge flagrant. C'était plutôt comme une fuite lente dans un pneu silencieuse, facile à rater, jusqu'à ce que vous soyez coincé sur le bord de la route, à vous demander comment vous en êtes arrivé là. 6 mois après le mariage, Claire a commencé à changer. Au début, c'était des petites choses. Elle rentrait plus tard que d'habitude de la boutique. Elle disait qu'il réorganisait la réserve, faisait l'inventaire, ou qu'un collègue s'était fait porter pâle. Ça semblait logique. Je n'y pensais pas trop. Les horaires en commerce sont bizarres, surtout avec une petite équipe. Elle enlevait ses chaussures, jetait son sac sur la chaise, soupirait comme après un marathon, disant qu'elle était épuisée. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle haussait les épaules, répondait, comme d'hab, et filait à la salle de bain. Parfois, elle y restait une demi-heure. Juste le silence derrière la porte et le bruit de l'eau. Je commençais à dîner seul plus souvent. On avait une petite habitude avant, après le dîner, on s'asseyait sur le canapé, ses jambes sur mes genoux, regardant une série qu'on choisissait ensemble. Elle me jetait des grains de maïs quand je devinais la fin trop tôt. Mais ça s'est arrêté. Maintenant, elle allait directement au lit, prétextant une migraine ou des emails à rattraper. Je ne l'ai jamais vue ouvrir un ordinateur, pourtant. Les week-ends étaient notre moment. On allait au marché provençal, prenait des croissants à la boulangerie de la place, flânait dans les ruelles d'Aix. Mais de plus en plus, elle avait des plans. Journée entre filles, disait-elle en enfilant ses bottes. Sophie veut déjeuner et peut-être aller aux Galeries Lafayette. Des amis du lycée passent en ville. Camille traverse une période difficile, je lui ai promis de passer. Je ne posais pas de questions. Pas au début. Claire avait toujours été sociable. Elle pouvait parler à n'importe qui et leur donner l'impression de la connaître depuis des années. J'aimais ça chez elle. J'aimais qu'on l'aime. Mais la fréquence commençait à m'user. J'avais l'impression qu'elle était toujours partie, toujours fatiguée, toujours ailleurs. Et quand elle était là, elle n'était pas vraiment là. Je ne voulais pas être le mec collant. Je lui laissais de l'espace. Me disais que c'était juste une période chargée, qu'elle reviendrait. Je me concentrais sur le boulot, restais tard certains soirs, nettoyais l'appartement le week-end, pensant qu'un cadre plus calme la détendrait peut-être. Elle ne riait plus à mes blagues, même celles qu'elle adorait avant. Elle ne me taquinait plus le matin sur mes cheveux en bataille ou sur mes clés perdues. Elle m'appelait à midi juste pour dire bonjour, avant. Maintenant, à peine un texto. Et encore, souvent juste un pouce levé. Une nuit je m'en souviens si clairement, j'avais préparé son dîner préféré, poulet au citron, purée, carottes rôties au thym. Tout était prêt à 19h. J'avais allumé une bougie, même si c'était juste nous. J'ai attendu, regardant l'horloge dépasser 20h, puis 21h. Elle est rentrée juste avant 22h, sentant un parfum qui n'était pas le sien. Elle a dit qu'elle et Sophie étaient allées boire un verre après le shopping et avaient perdu la notion du temps. Elle n'a pas touché l'assiette. Justin, j'ai pas faim, avant d'aller se laver le visage. Cette nuit-là, je suis resté au lit, écoutant sa respiration. Elle me tournait le dos. Avant, ce rythme m'endormait. Maintenant, on aurait dit des vagues s'éloignant de plus en plus. Je me disais que j'imaginais des choses, que je suranalysais. Tout le monde traverse des moments compliqués, non? Des collègues parlaient de ça. L'un disait que sa femme ne lui parlait presque plus après une dispute sur les courses. Un autre que sa copine devenait bizarre dès que sa mère venait. Alors, j'essayais de croire que c'était temporaire. Quelque chose dont on rirait plus tard. Mais la distance grandissait. Je faisais du café le matin, lui versais une tasse par habitude, pour la retrouver intacte des heures plus tard. Ses chaussures étaient à des endroits inattendus. Ses vêtements sentaient un parfum plus fort épicé, floral, pas son vanille habituel. Et elle avait de nouvelles boucles d'oreilles. Des petites choses que je n'avais jamais vues.
Elle a arrêté de me demander comment allait ma journée. Je rentrais, racontais une anecdote du bureau, et elle hochait la tête, les yeux sur son téléphone, à peine réactive. Une fois, je lui ai dit que mon patron avait félicité mon rapport et m'avait demandé de former un nouvel employé. Elle a dit « c'est bien », sans lever les yeux. C'était comme vivre avec une étrangère. Non de pire. Comme vivre avec un fantôme qui se brossait les dents à côté de moi mais ne me voyait plus. Et pourtant, je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas insisté. Je me disais que j'étais un bon mari en lui faisant confiance. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. C'était un jeudi, début du printemps. Le genre de jour où l'air sent plus frais, comme si Aix commençait à se souvenir de l'odeur des pins. Claire avait un jour de congé à la boutique, ce qui n'était pas rare, les plannings changeaient toutes les quelques semaines. Ce matin-là, elle a préparé un smoothie dans le mixeur, celui qui faisait un bruit de cailloux mâchés. J'enfilais mes lacets à la porte quand elle m'a dit qu'elle allait voir une vieille amie à Salon de Provence, pas loin d'ici. Ça faisait longtemps, elles allaient se retrouver, peut-être faire du shopping, manger un bout, rentrer tard. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je lui ai fait un bisou sur la joue et lui ai dit de s'amuser. C'était son sourire quand je l'ai dit. Un peu forcé, avec le recul. Comme s'il avait des arêtes. Mais je ne l'ai pas vu sur le moment. Le boulot a traîné ce jour-là. Des documents clients avaient des en-têtes erronées, et j'ai passé l'après-midi à les corriger ligne par ligne. J'avais mal au dos à force de rester assis. Vers 18h30, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de lait, alors j'ai décidé d'aller au marché du coin pour en acheter et me dégourdir les jambes. Le ciel gardait encore un peu de lumière. Je suis passé devant ce vieux qui joue toujours de l'accordéon sur la cour Mirabeau. Je lui ai fait un signe. Il m'a répondu. En tournant au coin du marché, j'ai failli bousculer Julien, un vieux pote du lycée que je n'avais pas vu depuis 2 ans. On a ri, un rire mi-surpris, j'y crois pas que c'est toi. On a discuté de tout et de rien. Il m'a dit qu'il venait de revenir à Aix, qu'il bossait dans le garage de son oncle. Il m'a demandé si j'étais toujours avec Claire. J'ai souri et dit, ouais, on s'est mariés l'an dernier. Il a rigolé, m'a tapé sur l'épaule, et a dit un truc comme, il était temps. Et puis, tout naturellement, il a dit, au fait, j'ai vu Claire tout à l'heure, vers 13h, je crois. Elle marchait près d'un café au centre. J'allais lui dire bonjour, mais elle marchait vite. On aurait dit qu'elle ne voulait pas être dérangée. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Pas vraiment de la peur. Pas vraiment de la confusion. Juste un frisson. Comme quand une ampoule clignote, et qu'on se demande si c'est l'ampoule ou le câblage. Le café qu'il a mentionné, ce petit endroit avec des parasols verts moches, n'était pas près d'une ligne de bus pour Salon. En fait, c'était dans la direction opposée. Pas de gare à proximité, aucune raison pour qu'elle soit là si elle partait hors de la ville. Je n'ai rien dit à Julien. J'ai juste hoché la tête, dit un truc comme « ah ouais » et changé de sujet. On a parlé encore un peu avant de se dire au revoir. Il est parti d'un côté, je suis entré dans le marché. Je suis resté trop longtemps dans l'allée du lait. À fixer les briques, repensant à son histoire du matin. Quelle amie, déjà? Elle n'avait pas dit de nom. Juste, une vieille amie. Avait-elle pris quelque chose? Je ne me souvenais pas d'un sac. Juste son sac à main, je crois. Elle avait dit qu'elle rentrerait tard. Son ton était léger, facile. Pas de tension. Mais ce café me trottait dans la tête comme une écharpe sous une chaussette. J'essayais de rationaliser. Peut-être qu'elle avait du temps avant le bus. Peut-être qu'elle prenait un café avant de partir. Peut-être que l'ami l'avait rejointe en ville. Beaucoup de peut-être. Mais ce frisson quand Julien a dit son nom. Il ne partait pas. En rentrant, l'appartement était silencieux, comme toujours. J'ai rangé le lait au frigo et me suis assis sur le canapé, zappant sans regarder. Je surveillais l'horloge. Il était presque 21h quand elle est rentrée, cheveux un peu en désordre à cause du vent, joue rose comme si elle avait ri. Elle m'a souri, a enlevé ses chaussures et a dit « Tu croiras pas la circulation pour revenir ». Je lui ai demandé si elle s'était amusée. Elle a dit oui, qu'elles avaient rattrapé le temps perdu, que c'était bon de revoir quelqu'un de « l'époque ». Puis elle est passée en fredonnant un air, direction la douche. J'ai fixé la porte après qu'elle l'a fermée.
De la vapeur s'échappait par-dessous, et j'entendais l'eau couler. Je ne lui ai pas parlé du café. Ni de Julien. Je n'ai rien dit. Mais quelque chose avait changé. Je le sentais dans mes tripes. Quelque chose ne collait pas. Après la rencontre avec Julien, j'ai essayé d'oublier. Je me disais qu'il devait y avoir une explication. Claire ne me mentirait pas, si? On était ensemble depuis trop longtemps pour ça. J'essayais de reprendre une vie normale. Boulot, tâches, dîner pour deux, même si j'avais l'impression de manger seul. Mais ce frisson dans mon ventre ne partait pas, il s'installait, comme s'il faisait son nid. J'ai commencé à faire plus attention aux détails. Quand elle partait. Quand elle rentrait. Ce qu'elle portait. Comment elle parlait. Je n'étais pas fier. Je ne voulais pas être ce mec, le mari parano qui espionne chez lui, doutant de chaque mot de sa femme. Mais quelque chose s'était fissuré en moi, et je ne pouvais pas le refermer. Un samedi, une semaine plus tard, elle a dit qu'elle allait à la supérette. Rien d'étrange. Liste de courses en main, sac en bandoulière, même ton neutre. Tu veux quelque chose, a-t-elle demandé. J'ai dit non. J'ai attendu que la porte claque, patienté 5 minutes, puis pris mes clés et je suis sorti. Je ne l'ai pas suivi de près. Je restais en arrière, me cachant derrière des voitures garées, faisant semblant de regarder mon téléphone quand elle jetait un œil autour. Elle est allée à la supérette, comme prévu. Entrée. J'ai attendu d'elle l'autre rue comme dans une mauvaise série télé, cœur battant, paume moite sans raison. 10 minutes plus tard, elle est sortie avec 2 sacs à légumes, lessive, un paquet de chewing-gum dépassant. Des trucs normaux. Elle est rentrée. Je suis resté en arrière jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur, puis j'ai suivi. Je me sentais ridicule. J'ai recommencé quelques jours plus tard. Même résultat. Elle a dit qu'elle allait à la poste. Je l'ai suivie. Elle est allée à la poste, a envoyé un colis, et est rentrée. J'ai presque ri de moi-même. Je l'ai fait 3 fois de plus, toujours le même résultat. Supérette. Retour. Poste. Retour. Une fois, elle est allée se faire couper les cheveux. Revenue avec une frange plus courte, sirotant un café. Rentrée en fredonnant. À chaque fois, je me sentais pire, comme si je perdais la tête pour rien. Mais la 6e fois a tout changé. C'était un jeudi après-midi. Elle a dit qu'elle allait chez Sophie, dans un immeuble en briques jaunes près du centre, avec des balcons écaillés et des plantes en pot aux fenêtres. J'y étais allé 1 ou 2 fois, j'avais même aidé Sophie à déplacer une bibliothèque quand son frère l'avait laissé tomber. Quand Claire est partie cet après-midi-là, j'ai attendu 5 minutes, puis je l'ai suivie. Mais elle n'est pas allée vers le centre. Elle a pris l'autre chemin, traversant le vieux pont piéton, vers un quartier où on n'allait jamais. Des immeubles anciens, des trottoirs fissurés, quelques boutiques délabrées qui semblaient fermées depuis les années 90. Elle marchait vite, tête baissée, comme pour ne pas être remarquée. Je gardais mes distances mais ne la perdais pas. Elle a tourné dans une ruelle, s'est arrêtée à une porte, a vérifié son téléphone, puis a sonné à un immeuble que je ne connaissais pas. Pas celui de Sophie. J'ai traversé la rue et me suis assis sur un banc de bus, faisant semblant de shaker mes emails pendant que mon esprit s'emballait. J'ai attendu. 10 minutes. Puis 20. Puis 1 heure. Elle n'était toujours pas sortie. J'observais les fenêtres, j'ai vu une ombre au 2e étage, peut-être la sienne. Je ne savais pas. Au bout de 2 heures, la porte s'est ouverte. Elle est sortie seule, ajustant ses cheveux, téléphone en main. Elle semblait détendue. Pas comme quelqu'un qui venait de discuter longuement avec une vieille amie. Pas comme quelqu'un pressé de rentrer. Elle ne m'a pas vu. Elle est repartie par le même chemin. Je l'ai laissé prendre de l'avance, puis suivi à distance. Jusqu'à l'appartement. Elle est entrée comme si de rien n'était. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis entré. Elle était dans la cuisine, se versant un verre d'eau. Elle m'a souri comme si rien ne s'était passé. Mon Dieu, l'appart de Sophie est glacial, a-t-elle dit en frottant ses bras. Je lui ai dit qu'il lui faut un meilleur radiateur. J'ai hoché la tête, dit un truc comme « ouais, sans doute », et je suis allé à l'évier, les mains tremblant légèrement. Elle n'a rien remarqué. Trop occupée à scroller son téléphone. Je n'ai pas posé de questions. Je ne l'ai pas confrontée.
Je suis resté là, fixant la vapeur de mon café, pensant à cet immeuble inconnu, ce quartier inconnu, et la façon dont elle mentait sans ciller. Mon estomac s'est noué. Elle a souri. J'ai souri en retour. Mais quelque chose en moi commençait à se durcir. Je ne voulais pas y croire. Même après l'avoir vue entrer dans cet immeuble inconnu. Même après les mensonges, les comportements bizarres, les douches tardives. Une partie de moi espérait encore une explication logique. Peut-être que je me trompais. Peut-être que j'avais mal compris. Mais cette partie de moi rapetissait. Et se taisait. La fois suivante où elle a dit qu'elle allait chez Sophie, je n'ai pas attendu. Ce matin-là, j'ai joué la normalité. J'ai fait des œufs. Parlé de la météo. Elle a dit qu'elle partait, pas longtemps. Elle semblait légère, presque heureuse. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'elle m'aimait. Sa voix était facile, fluide, sans hésitation. Quand elle m'a tourné le dos, j'ai regardé l'heure. 11h42 à 11h50, j'étais dehors. J'ai pris un chemin différent, passant par des ruelles jusqu'à cet immeuble. Même marche fissurée. Même porte rouillée. Je me suis glissé à l'intérieur derrière un livreur et suis monté directement dans l'escalier. Les murs sentaient la vieille peinture et le moisi. Les lumières clignotaient. Je me suis posté près de la fenêtre de l'allée et j'ai attendu. 15 minutes plus tard, je l'ai vue arriver par l'allée. Elle portait la même veste verte qu'elle mettait les jours frais, cheveux attachés en chignon lâche qu'elle réussissait sans effort. Son téléphone à la main. Elle y jetait des coups d'œil. Elle est entrée dans l'immeuble et a monté les escaliers. J'ai grimpé plus haut et me suis fondu dans l'ombre. Du coin de l'œil, je l'ai vue atteindre le 3e étage. Elle a marché dans le couloir, s'est arrêtée à la dernière porte. A frappé 2 fois et attendu. La porte s'est ouverte. Elle est entrée. Mon cœur battait comme si j'avais couru 1 kilomètre. Ma bouche était sèche. Mes mains tremblaient, pas de froid, mais de cette panique silencieuse qui frappe quand on est sur le point de découvrir quelque chose qu'on ne pourra pas oublier. Je suis resté figé une demi-heure. Juste à respirer, essayant de ne pas bouger. Puis j'ai marché dans le couloir. J'ai sonné à la même porte. Des pas ont approché. La porte s'est ouverte. Un homme se tenait là. La quarantaine, peut-être un peu moins. Grand, mal rasé. En jogging et vieux t-shirt. Il semblait confus. Comme tiré d'une sieste ou ne s'attendant pas à de la visite. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il demandé. Je n'ai rien dit. Je l'ai poussé et suis passé. Il ne m'a pas arrêté. Il s'est juste retourné, surpris, mais n'a pas bougé. Peut-être qu'il savait. Mes jambes semblaient des parpaings en avançant dans le couloir étroit, passant une cuisine, un manteau sur une chaise, le son d'une musique douce venant d'un téléphone. Puis j'ai ouvert la porte de la chambre. Elle était là. Claire. Sans vêtements. Assise en tailleur sur le lit de quelqu'un d'autre, téléphone en main, un écouteur à l'oreille. Ses cheveux légèrement ébouriffés, joues rosies. La couverture enroulée autour de ses hanches, comme si elle était à l'aise quelques secondes avant. Ses yeux ont croisé les miens et pendant 5 secondes entières, personne n'a rien dit. Ni elle. Ni moi. Ni le type dans le couloir. Elle semblait avoir vu un fantôme. Je n'ai pas crié. Pas juré. Je suis resté là, fixant la fille avec qui j'avais grandi. Celle dont j'étais tombé amoureux adolescent. Celle avec qui je pensais construire une vie, vieillir, avoir des enfants. Tout ça, envolé. Je le savais, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai pu dire. Ma voix était calme, mais tranchante. Comme si c'étaient les seuls mots qui me restaient. J'ai tourné les talons, levé le poing, et l'ai abattu sur le mur près de la porte de toutes mes forces. Le placo s'est fissuré sous mes phalanges. Une toile d'araignée s'est formée. Je n'ai pas attendu de réponse. Je ne lui ai pas donné une chance d'expliquer. J'ai sorti mon téléphone, souri d'un air vague, pris quelques photos rapides, et je suis parti. À travers le couloir. Passé l'homme en jogging qui n'avait toujours pas bougé. Mais quand je l'ai poussé à nouveau, plus fort, il a bougé. En descendant les escaliers, une marche à la fois, lentement. Ma main me lançait. Ma poitrine semblait déchirée. Dehors, l'air était froid et vif. Je suis resté un moment,
fixant le vide. Le monde était exactement le même que ce matin. Même trottoir fissuré. Même nuage gris roulant dans le ciel. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'est pas rentrée ce soir-là. Le lendemain matin, je n'ai pas mangé. Pas allumé la télé. Pas même les lumières. Je suis resté à la table de la cuisine, fixant la petite auréole d'eau sur le bois où sa tasse de café trônait chaque matin. Drôle, ce qui reste en tête quand le sol se dérobe sous vos pieds. À 9 h, j'étais au téléphone avec un avocat. Pas de contrat prénuptial. Pas de propriété commune. Pas de compte joint. On n'était pas mariés depuis assez longtemps pour accumuler grand-chose. Juste un bail, quelques meubles, une voiture à mon nom, et un rêve mort. Elle ne savait pas que j'avais appelé. Je ne lui ai pas dit. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais plus entendre sa voix avant de devoir répondre à une question au tribunal. Toute la journée, elle n'est pas rentrée. Je pense qu'elle savait ce qui arrivait. Quand elle est entrée vers 20 h, le ciel dehors virant au bleu-gris, j'étais toujours à la même place. Toujours pas mangé. Ensuite, j'ai commencé à l'éviter. Pendant que les papiers du divorce étaient préparés, je rentrais tard. Je ne lui parlais pas. Je dormais sur le canapé du salon. Et puis, 10 jours plus tard, j'ai reçu les papiers. Elle est rentrée le soir, s'est arrêtée dans l'embrasure, clé en main. Son visage s'est crispé en voyant le dossier dans mes mains. « Salut », a-t-elle dit doucement, comme pour jauger l'ambiance. J'ai glissé le dossier sur la table. « Lis ». Elle a cligné des yeux. S'est approchée lentement, comme si quelque chose allait exploser. Elle s'est assise, a ouvert le dossier, et a commencé à lire. J'ai regardé ses yeux bouger, vite d'abord, puis plus lentement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Sa respiration s'est bloquée. Puis les larmes sont venues. Elle a pleuré vite et maladroitement, essuyant son visage avec le dos de la main, secouant la tête encore et encore. « Michel, s'il te plaît. Je ne voulais pas, c'était une erreur. Juste une fois. J'étais perdu, je le jure. » Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais grandi, qui connaissait mon type de céréales préféré et riait à mes blagues nulles même quand personne d'autre ne le faisait. Et je n'ai rien ressenti. « Tu n'étais pas perdu, ai-je dit. » Ma voix était plate. « Tu es juste minable, un petit cafard pathétique qui a ruiné ma vie, une écharpe dans ma peau, une pellicule dans mes cheveux, de la crasse sous mes ongles. » C'était dur, mais ça m'a libéré. Les mots flottaient comme de la fumée. Son visage a changé. Les larmes coulaient, mais quelque chose en elle s'est brisé. Elle s'est enfoncée dans la chaise comme si je l'avais frappée avec une brique. Ses épaules se sont affaissées. Ses mains tremblaient, elle essayait de parler, mais aucun son ne sortait. Et je m'en fichais. On ne s'est pas disputé. Pas crié. Pas de monologue dramatique ou de tentative désespérée pour me retenir. Juste du silence. Le genre qui remplit une pièce quand tout est déjà cassé et qu'il n'y a plus rien à jeter. Elle est partie ce soir-là. A pris quelques sacs, un manteau, et laissé sa clé sur le plan de travail. Sans dire au revoir. Je l'ai regardé sortir sans un mot. Le clic de la porte semblait définitif. J'ai attendu quelques jours, puis j'ai emballé mes affaires. J'ai dit au proprio qu'on résiliait le bail plus tôt. Il a râlé mais n'a pas insisté. J'ai laissé la plupart des meubles. Juste pris mes vêtements, mes livres, quelques boîtes de souvenirs que je n'avais pas encore décidé de garder ou jeter. Je ne voulais rien qui me rappelle elle. Je me suis installé chez mes parents un moment. À 30 minutes d'Aix, dans un quartier calme avec des carillons à chaque porche et des boîtes aux lettres qui recevaient encore le journal. Ma mère n'a pas posé trop de questions. Mon père a juste hoché la tête quand je suis entré avec 2 sacs et une tête fatiguée. J'ai campé dans ma vieille chambre d'enfant. Mêmes affiches au mur. Même lit qui grinçait. La pièce semblait trop petite, comme faite pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait pas vu sa vie s'effondrer dans l'appartement d'un inconnu. Les jours se sont mélangés. J'allais au boulot. Rentrais. Mangeais en silence. Répondais aux textos par monosyllabes. Je n'ai pas dit grand-chose à beaucoup de monde. Quelques amis proches savaient. Mon patron n'a pas insisté. Il l'a probablement vu sur mon visage. Certaines nuits, je fixais le plafond,
repensant à tout ce que j'avais manqué. Son parfum qui changeait. Les douches tardives. Les nouvelles boucles d'oreilles. Tous les signes que je me disais sans importance. Ils en avaient. Un soir, j'ai trouvé nos photos de mariage dans une boîte non déballée. J'ai ouvert l'album, feuilleté quelques pages. Son sourire, la façon dont elle me regardait, dont je la regardais. Comme si on savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Je l'ai refermé. Remis dans la boîte. Poussé au fond du placard. Cette version d'elle n'existait plus. Ni celle de moi qui croyais en elle. Une fois la poussière retombée et les papiers signés, tout s'est calmé. Le divorce s'est passé plus calmement que prévu. J'étais satisfait du résultat. On a divisé les biens communs et chacun est parti de son côté. Plus de disputes nocturnes ou de mensonges qui passaient entre les mailles. Plus d'attente pour quelqu'un qui m'avait déjà quitté dans tous les sens sauf physiquement. Le silence qui a suivi n'était ni bruyant ni triste, il était paisible. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Je me suis jeté dans le travail. Le cabinet où je gérais les documents clients était stable, mais c'est devenu mon monde. Je restais tard. Prenais des projets supplémentaires. Compensais là où les autres lâchaient. Je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit. J'avais juste besoin de m'occuper. La routine m'a fait du bien. Elle redonnait une forme à mes journées. Mon patron l'a remarqué. Quelques mois après la finalisation du divorce, il m'a promu au plus de responsabilités, meilleur salaire, un bureau avec une porte qui fermait vraiment. 6 mois plus tard, une autre promotion. Je m'en sortais bien, mais surtout, je me sentais utile. Je n'étais plus juste le mec trompé. J'étais celui qui faisait avancer les choses. Mais vers la 2e année, j'ai commencé à m'agiter. Comme si j'avais atteint un plafond. Je pensais à construire le rêve de quelqu'un d'autre, pas le mien. J'avais toujours aimé la tech, gadgets, outils, tout ce qui avait un fil ou un écran. Alors, j'ai commencé à me renseigner. Lire. Apprendre tout ce que je pouvais sur le commerce électronique. J'économisais chaque centime. Vivais modestement. Pas de vacances. Pas de folie. Juste des pas prudents. À 3 ans, j'ai quitté le cabinet et ouvert une petite boutique à l'ouest d'Aix. Rien d'extraordinaire, juste une échoppe dans une zone commerciale à moitié vide avec des néons qui clignotaient, mais c'était à moi. On vendait des ordinateurs reconditionnés, des accessoires de téléphone, des enceintes sans fil, tout ce dont les gens ne savaient pas qu'ils avaient besoin avant d'entrer. Les premiers mois ont été durs. Longues heures. Peu de clients. Je tenais la caisse moi-même. Mais doucement, ça a pris. Puis est venue la 2e boutique. Celle-ci dans un coin plus animé, près du campus d'Aix-Marseille. Puis une 3e à l'est. 5 ans après avoir quitté mon mariage avec une valise et un cœur brisé, j'avais 6 boutiques et une boutique en ligne en croissance. On livrait dans tout le pays. Mon nom était sur l'enseigne, et mes empreintes sur chaque détail. J'ai acheté une maison. Pas un palace, pas une vitrine, juste un endroit solide avec une grande terrasse et un garage au fond. Dans une rue calme bordée d'oliviers. Mes voisins étaient du genre à saluer sans poser trop de questions. Ça me convenait. Pour la première fois, j'ai choisi mes meubles. Un canapé en cuir sombre, des étagères massives, une table de cuisine stable. Tout dans cette maison était à moi. Sans souvenirs attachés. Sans fantômes dans les coins. Et j'ai acheté la voiture dont je rêvais. Une Peugeot 406 coupé bleu nuit, le modèle ancien aux courbes comme une vague, pas accent grave l'œil, mais pleine de caractère. Je ne l'ai pas achetée pour impressionner. Ce n'était pas pour frimer. C'était ce que je griffonnais dans les marges de mes cahiers au lycée, quand la vie n'était que projet et possible. Conduire cette voiture me faisait redevenir ce gamin, avant que tout ne se complique. Pour l'amour, eh bien, j'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux. Quelques femmes sympas, des dîners tranquilles, des au revoir polis. Je n'étais pas amer, juste prudent. Je savais ce que ça faisait de donner toute sa confiance à quelqu'un et de le voir la jeter comme si ça n'avait rien valu. Je ne voulais plus être la moitié de quelque chose. Je préférais être entier, seul. Il y a une paix dans la solitude que je n'ai appréciée qu'en l'ayant gagnée. Je pouvais rentrer, enlever mes chaussures, et rester dans le silence sans me demander où elle était, avec qui, quel mensonge se cachait derrière son sourire.
J'aimais ma propre compagnie. J'aimais le calme. Et j'aimais me réveiller en sachant que la seule personne à qui je devais rendre des comptes était celle dans le miroir. Les décombres étaient dégagés. Les fondations, neuves. J'ai construit une vie, pièce par pièce. Et elle était solide. 5 ans ont passé. C'était un mardi soir, juste après 18 heures. Le genre de jour où le ciel vire au bleu-gris profond, et l'air fraîchit, rappelant que l'été s'efface. J'étais passé à ma boutique la numéro 4, près du centre commercial pour vérifier l'inventaire avant de rentrer. J'aimais faire des visites surprises, pour m'assurer que tout roulait. Je n'étais pas juste le mec qui signait les chèques, j'aimais encore mettre les mains dans le cambouis. J'étais à l'arrière, vérifiant le registre des livraisons avec Lucas, quand j'ai entendu la clochette de la porte. Rien d'inhabituel, les clients entraient et sortaient toute la journée, mais quelque chose m'a fait lever les yeux. Elle était là. Claire. Elle était différente et pourtant pareille. Ses cheveux plus courts, plus travaillés, comme si elle faisait plus d'efforts qu'avant. Elle portait un long manteau, des bottes noires, un sac à main chic. Son maquillage était soigné, lèvres un peu trop rouges. Elle semblait vouloir paraître calme mais retenir son souffle. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Ses yeux se sont écarquillés légèrement, et elle a penché la tête, comme incrédule. « Michel » a-t-elle dit, voix douce, prudente. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je l'ai regardé un instant. « Je bosse ici. » À ce moment, Lucas a passé la tête de derrière la caisse et a lancé « Et patron, tu veux jeter un œil au papier de réassort ?» La tête de Claire a pivoté comme tirée par une ficelle. « Attends » a-t-elle dit, plissant les yeux. « Tu travailles ici ?» Je lui ai fait un petit sourire. « Non » ai-je dit. « C'est ma boutique. » Je n'ai pas traîné pour expliquer. Je suis passé devant elle, calme et stable, comme si l'air entre nous n'avait pas changé de poids. Je suis sorti sur le parking, respirant plus fort, l'air frais du soir me réveillant comme une gifle douce. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu la clochette à nouveau. Le bruit de la porte. Puis des pas précipités derrière moi. « Michel, attends s'il te plaît » a-t-elle appelé. Je me suis arrêté mais pas retourné tout de suite. Je l'entendais dans sa voix. Cette urgence. Ce ton familier que je n'avais pas entendu depuis des années, pas depuis la table de la cuisine et les papiers du divorce. « J'ai été stupide » a-t-elle dit en me rattrapant. Je m'en rends compte maintenant. Je regrette depuis des années. J'ai tout gâché. Je sais. On peut parler ? Je me suis retourné et les regardé. Vraiment regardé. Ce n'était plus la femme dont je me souvenais. Peut-être parce que je n'étais plus l'homme dont elle se souvenait. La version de moi qui aurait fondu au son de sa voix ou à l'éclat de ses yeux, elle était partie depuis longtemps. Je ne la haïssais pas. L'espace qu'elle occupait dans ma vie avait été nettoyé, brique par brique. Tu aurais pu avoir tout ça, ai-je dit. Mais maintenant, tu n'as rien. Elle a tressailli comme si les mots l'avaient frappée en plein torse. Dégage, ai-je ajouté, voix basse et ferme. Et ne t'avise plus jamais de t'approcher de moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle est restée là, immobile comme une pierre, clignant des yeux comme si elle n'était pas prête à ce que la dernière porte se ferme. Je me suis retourné, suis allé à ma voiture, et ouvert la portière, et me suis glissé dedans. Le siège en cuir était froid contre mon dos. J'ai jeté un dernier regard à travers le pare-brise. Elle était toujours là. Seule. J'ai tourné la clé. Le moteur a ronronné. J'ai reculé lentement, prudemment. Pris la route, rejoint la circulation, et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je ne l'ai plus revu depuis. Partagez votre opinion dans les commentaires. Est-ce que, tromper une fois, tromper toujours, est vraiment vrai, ou les gens changent-ils? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.